Nous avons vu dans l'introduction que la victimologie était une transdiscipline récente. Nous allons essayer de la présenter et d'en dresser un historique. Les Nord-Américains et les Européens se disputent sur le promoteur de la victimologie. Les Européens pensent qu'il s'agit de Benjamin Mendelssohn qui a parlé de victimologie avant la guerre de 40. Mais il s'est tu et a repris son activité après-guerre lorsqu'il a émigré en Israël. Benjamin Mendelssohn était un avocat pénaliste roumain qui pensait qu'il fallait étudier davantage la victime qui était la grande absente du procès pénal. Il a dressé, comme tous les premiers criminologues, des typologies de victimes qui sont absolument obsolètes. Cela partait de la victime entièrement innocente, un infanticide par exemple, à la victime plus coupable que le criminel en cas de légitime défense. Mendelssohn n'a pas fait beaucoup d'études empiriques, mais il a développé l'idée qu'il fallait prendre en charge les victimes, y compris sur le plan psychologique. Aux États-Unis, les criminologues avaient une toute autre approche. Une approche strictement criminologique. Hans von Lentig, par exemple, dans son Criminel et sa victime en 1948, a adressé lui aussi une typologie de victime, mais très fondée sur des études. Esad Fattah, égyptien immigré à Montréal, a créé un scandale dans son ouvrage « La victime est-elle coupable ?» surtout dans les années 70, au moment de l'essor du mouvement de libération de la femme aux États-Unis et plus tard en Europe. En fait, il étudiait des vols qui ont mal tourné et il a pu montrer que le plus souvent, la victime et le criminel se connaissaient. Micheline Baril, en 1984, avec son livre « L'envers du crime », a changé un peu la donne. Criminologue, sociologue, elle a fait une thèse sous la direction de Maurice Cusson qui s'appelle « L'envers du crime », publiée récemment chez l'Harmattan par le professeur Cario. Micheline Baril a été la première à décrire les souffrances des victimes et a créé une association de victimes très importante à Montréal, l'association Plaidoyer et Victimes. Il y a donc deux types de victimologie, une victimologie criminologique très empirique, fondée sur les études essentiellement anglo-saxonnes, et une victimologie générale plus européenne qui consiste à aider les victimes à rester le moins possible affectées par le crime, le délit, l'accident ou la catastrophe qu'elles ont subi. La victimologie est représentée par 4 disciplines principales: la justice, la criminologie, la victimologie humanitaire qui s'occupe d'accompagnement social et judiciaire, et enfin la psychotraumatologie, qui est vraiment la dernière qui s'est intéressée aux victimes. Mais dans la perspective d'une victimologie générale, les sciences humaines occupent une part très importante pour que chacun comprenne les motivations inconscientes, les processus d'identification ou de rejet qu'entraîne la victime. René Girard, par exemple, explique que la victime est le principe fondateur de la société occidentale, la seule où les victimes symboliques, les prophètes, sont tous innocents, alors que dans les autres cultures, les victimes sont coupables. C'était par exemple le cas dans la Grèce antique. Pour comprendre les représentations des victimes, il faut passer par conséquent par l'histoire des idées, par les sciences politiques, l'économie, la philosophie et même la théologie, dans la mesure où victime signifie étymologiquement sujet offert en sacrifice aux dieux. Le but de cette victimologie générale est la réparation globale des victimes. Mais avant, il faut définir ce qu'est une victime. Beaucoup de personnes qui ont subi des événements traumatiques graves refusent d'être
appelées victimes et se disent survivants. Pourtant, une victime est un sujet ou une institution qui a subi un préjudice reconnu par un texte, une loi ou un règlement. Il faut donc que la victime se fasse reconnaître comme telle, ce qui n'est pas toujours aisé, car une procédure judiciaire, par exemple, n'est pas une simple sinécure, on parle de parcours du combattant de la victime. Quoi qu'il en soit, une réparation globale passe évidemment par une reconnaissance personnelle. Il faut que la victime ait conscience d'avoir subi un préjudice interdit par la loi. Ce ne serait pas le cas, par exemple, d'une malienne excisée. Il faut que les gens à qui elle se confie, ses proches, les médecins, la police, etc., la reconnaissent comme victime. Et il faut que cela monte jusqu'au législateur, car sans une loi, un texte ou un règlement, il n'y a pas de victime. Être victime ne signifie pas forcément être psychotraumatisé ou souffrir. La majorité des victimes ne souffrent pas. Elles ont pourtant ce statut. Et si elles portent plainte, il faudra qu'elles soient accompagnées sur le plan social et judiciaire, essentiellement par un avocat et une association. Un petit nombre aura besoin de soins. Enfin, la troisième dimension importante, c'est la prévention, le plus jamais ça. C'est bien souvent les victimes qui ont fait évoluer les lois par leurs associations et c'est elles qui inspirent une politique criminelle en leur faveur. Disons-le, la loi pénale est faite pour protéger les criminels de l'arbitraire de la justice et assez peu pour les victimes. On parle de populisme pénal par exemple. Mais de grands progrès ont été réalisés. Nous verrons ça dans un prochain cours. Je vous remercie de votre attention.